Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va présenter quelques éléments de base de la comptabilité des sociétés concernant la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, et plus précisément les sections 9, 10, 11 et 12. Mais cette présentation est également valable pour les autres étudiants de la dite faculté. Et avant de commencer notre présentation, je tiens à remercier le corps professoral de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, mais également je tiens à remercier l'ensemble des étudiants. Donc, comme j'ai déjà mentionné, c'est une séance introductive de la matière de la comptabilité des sociétés. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on va essayer de mettre le focus sur les exercices de TD. Inch'Allah. Maintenant, on va commencer d'illustrer les généralités de la matière en expliquant bien sûr c'est quoi une société et les caractéristiques bien sûr des sociétés, les types et les phases de constitution de la société. Bon, on va commencer par la définition de la comptabilité des sociétés. Comme vous le savez, c'est l'ensemble des traitements comptables réagissant les opérations spécifiques aux sociétés. Donc, elle fait une partie intégrante de la comptabilité générale parce que elle utilise presque les mêmes enregistrements de la comptabilité générale. Donc, en effet, les traitements de la comptabilité des sociétés utilisent, comme j'ai déjà mentionné, les mêmes supports que ceux de la comptabilité générale. Donc la définition la plus simple de la comptabilité des sociétés, c'est un terme général qui implique de nombreux domaines. Il s'agit essentiellement du domaine juridique et du domaine fiscal qui permettent de concevoir la société et de trouver des solutions à ces problèmes de gestion. Donc la gestion d'entreprise, telle décrite ici, sur le plan comptable, sur le plan financier, doit être accompagnée de la gestion des ressources humaines. Mais la comptabilité des sociétés reste un élément très important et qui fait intervenir aussi la discipline du droit des affaires et de la notion comptable. Donc les principales opérations que l'on rencontre dans tous les types de sociétés sont les suivantes. Premièrement, on va commencer par les opérations de constitution. C'est l'objectif de notre premier chapitre. Également, les opérations de répartition des bénéfices, c'est le deuxième chapitre. Et troisièmement, bien sûr, c'est les opérations de modification des capitales. Mais il existe également plusieurs types d'opérations, à savoir les opérations de dissolution et de liquidation. Il est à souligner également que d'autres aspects de la comptabilité des sociétés, tels que l'emprunt obligatoire, la fusion, l'inconsolidation, etc., qui seront traités, Inch'Allah, dans les travaux prochains. Bon, le premier chapitre concerne la constitution des sociétés commerciales. Donc l'objectif primordial de ce premier chapitre s'articule sur deux éléments essentiels. Premièrement, il s'agit d'identifier et d'évaluer les apports, soit les apports en nature, en numéraire ou bien les apports en industrie. Et deuxièmement, c'est de passer les écritures de la constitution de la société anonyme et bien sûr la société à responsabilité limitée, qui sont divisés entre deux cas particuliers. Premièrement, le cas de la libération immédiate et le cas de la libération échelonnée ou bien partielle. D'accord? Je passe. Donc, on va commencer ici par la définition de la société. Comme vous le savez, il existe plusieurs définitions de la société. Et on va mettre le focus sur juste deux définitions. Celle du point de vue juridique et l'autre sur le point de vue économique. Premièrement, je vais commencer par le point de vue juridique. Comme vous le savez, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales mettent en commun leurs apports afin de partager bien sûr les bénéfices qui pourraient en résulter. Donc, c'est la définition sur le plan juridique. Ensuite, sur le
Point de vue économique. La société est un groupement de moyens humains, matériels et financiers, etc., sous une direction autonome d'un PDG ou décentralisé, d'accord, ayant pour principale fonction de produire des biens et des services afin de satisfaire les besoins des consommateurs et par conséquent réaliser un bénéfice. Donc l'objectif primordial sur le point de vue économique pour la société, c'est de réaliser deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de produire des biens et des services de grande masse. Et le deuxième objectif, c'est la satisfaction des consommateurs au bien de la clientèle. D'accord? Ensuite, on va voir également les grands types des sociétés. Les types, les différents types des sociétés. D'accord? Et je vais commencer par les sociétés de personnes. Il existe quatre grands types des sociétés, à savoir les sociétés de personnes, également les sociétés de capitaux, troisièmement les sociétés hybrides ou ce qu'on appelle les sociétés mixtes, et finalement les sociétés à réglementation particulière. Bon, concernant les sociétés de personnes, on trouve la société en nom collectif, on trouve également la société en commandité simple et finalement la société en participation. Par contre, dans les sociétés de capitaux, on trouve ce qu'on appelle la société anonyme, la société en commandité par action. Les troisièmes types concernent les sociétés hybrides ou mixtes et ils comportent la société à responsabilité limitée. Et quatrièmement, la société à réglementation particulière comporte ce qu'on appelle les sociétés mutualistes, sociétés d'investissement ou bien les sociétés coopératives de consommation ou bien d'achat. D'accord? Je passe. Donc, dans notre cours, on met l'accent juste sur deux types de sociétés. On s'intéresse principalement à la société anonyme et la société à responsabilité limitée. Ce sont des éléments clés dans notre cours. Bon, on va commencer ici par les caractéristiques de la société à responsabilité limitée et également la société anonyme. Je vais commencer par la société à responsabilité limitée. Quelques caractéristiques qui diffèrent cette société à une autre. C'est une société commerciale par la forme, qui est dirigée bien sûr par un gérant, et le nombre des associés qui entre 1 et 50. Et selon la loi, si le nombre des associés dans la société à responsabilité limitée dépasse 50 associés, donc il est obligatoirement se transformer en société anonyme dans un délai de 2 ans. Et bien sûr, dans les cas de refus, il y a la dissolution. D'accord? Et quatrièmement, la cession des parts sociales entre associés et libres. Donc, la cession des parts sociales est dans la société à responsabilité limitée est libre entre les associés. Deuxièmement, concernant la société anonyme, les actions librement négociables. Également, c'est le capital. Le capital minimum, c'est 3 millions de dirhams si elle fait publiquement à l'épargne. C'est quoi l'appel public à l'épargne? Si l'entreprise, bien sûr, s'engage à inciter les autres entreprises pour l'investissement, c'est la publicité commerciale, ou bien une entreprise côté bourse. D'accord? Et 300 pour les sociétés fermées. D'accord? La direction, ou bien la direction de la société anonyme s'articule sur deux types. Premièrement, un conseil d'administration qui était présidé par un PDG ou bien un conseil de surveillance. Ensuite, concerne la libération des apports. Concernant la libération des apports dans les sociétés à responsabilité limitée et celle de la société anonyme. Donc, on s'intéresse principalement à la libération, ce qu'on appelle immédiate, ou l'intégralité, bien sûr, des apports en nature, et la libération au moins du quart, un quart des apports en numéraire. Bon, également, il y a ce qu'on appelle les types d'apports en société. Bon, comme vous le savez, il existe 3 types d'apports. Premièrement, je vais commencer par les apports à titre simple, à titre pur et simple.
Bon, se représente la transmission d'un ou plusieurs éléments d'actifs à une société nouvellement constituée. D'accord? Donc, c'est le premier type d'apport. Se représente la transmission d'un ou plusieurs éléments d'actifs à une société nouvellement constituée. Celui-ci n'est pas grevé par des éléments de passé, c'est le plus important. En contrepartie de ces apports, les associés ou les actionnaires reçoivent des droits sociaux, c'est-à-dire des parts sociales. D'accord? Les deuxièmes types, il y a ce qu'on appelle les apports à titre onéreux. Ce sont des apports grevés de dettes qui sont pris en charge par la société créée. Ils comportent des éléments du passif du bilan. Et le troisièmement, c'est les apports mixtes. C'est lorsqu'on les associés ou les actionnaires apportent généralement un ensemble d'apports en société qui intègrent à la fois des actifs et des passifs. Ces apports sont considérés alors comme mixtes. En d'autres termes, c'est des apports dont une partie à titre pur et simple et d'autres parties à titre onéreux. Concernant le premier apport, ils peuvent être purs et simples bien sûr, ils peuvent être sous forme d'argent, marchandises, créances, de matériel, etc. ou bien d'immeubles. Et les deuxièmes apports à titre onéreux, ils sont des dettes. D'accord? Donc, c'est l'aspect fiscal de toute entreprise. C'est lorsqu'on toute constitution de la société entraîne la perception des droits, bien sûr, d'enregistrement dont le taux varie en fonction de leur valeur et la nature des apports en capital. Ce sont des apports pour chaque entreprise. Également, ici, on souligne le traitement comptable de la Constitution, donc l'ensemble des traitements comptables pour l'entreprise. Plusieurs phases sont distinguées dans la Constitution d'une société. D'accord? Premièrement, il y a ce qu'on appelle une promesse d'apport. Également, la réalisation des apports et finalement, appel et versement d'une fraction du capital. La comptabilité doit constater premièrement les promesses d'apport en capital faites par les associés et la réalisation de ces promesses ainsi que les frais de constitution dans l'aspect juridique qu'on a expliqué dans l'aspect fiscal. Ok? Premièrement, je vais commencer par la promesse d'apport. Ce sont des promesses faites par les associés en vue de mettre en commun certains biens constituant les apports. D'accord? Dans le plan comptable, du point de vue comptable, ces biens peuvent prendre les formes suivantes. Premièrement, les apports en numéraire. C'est ce qu'on appelle l'argent en bien, la banque, chèque bancaire. Les deuxièmes apports, c'est les apports en nature. Ce sont les immeubles, stocks, marchandises, etc. Et le troisième type, ce qu'on appelle les apports en industrie, c'est-à-dire l'associé apporte son travail, ses compétences, ses connaissances. D'accord? Donc ce type d'apport, c'est l'apport en industrie, est difficilement évaluable. Il ne fait jamais partie du capital de la société. Il est même strictement interdit aux associés de la société anonyme. Il n'est possible que pour ceux de la société à responsabilité limitée. D'accord? Également, les écritures comptables diffèrent selon que les apports sont à libérer intégralement à la souscription ou bien partiellement. D'accord? Ensuite, la libération des apports. Il s'agit de la réalisation des promesses et des promis plutôt par les associés. Il peut être soit total, dans ce cas les associés apportent immédiatement la totalité des biens promis, soit partiel, et dans ce cas, les associés réalisent une partie de leurs promesses, et le reste étant ultérieurement apporté. D'accord? C'est juste deux remarques dans la libération des apports bien sûr sur les apports en numéraire. Donc la libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports en nature, quels que soient les types de la société. D'accord? Et pour les apports en numéraire, ils peuvent être partiellement libérés et le reste étant apporté dans un délai de 3 ans au maximum pour la société anonyme. Troisièmement, les actionnaires de la société anonyme doivent libérer au moins un quart de leurs apports en numéraire de la Constitution. Et dans ce cas, il y a plusieurs
plusieurs comptes qui existent dans l'enregistrement comptable, dans la phase de la promesse et également la phase de la libération. Donc, les comptes les plus utilisés sont 3461, associé compte d'apport au numéraire, également associé compte d'apport en nature, il y a le capital social, 1111, et également ce qu'on appelle les actionnaires capital souscrit appelé et non versé, et actionnaires capital souscrit non appelé. D'accord? Donc le point suivant s'articule sur les cas particuliers de libération. Il existe trois grands types trois grands cas de libération. Donc la constitution la constitution de la société est conditionnée par la libération effective des apports. Et dans le cas contraire, la société procède à l'appel de la fraction du capital qui n'est pas appelée dans un délai pour libérer cette fraction. Donc on distingue trois cas majeurs. Premièrement, je vais commencer par le versement avec retard ou bien une libération hors délai. Donc ce type de versement, par rapport à la date fixée, il arrive qu'un actionnaire ne libère pas l'apport promis. L'actionnaire qui ne répond pas à l'appel devra payer bien sûr des charges de retard, qui incluent les intérêts de retard. Ce sont des intérêts et produits assimilés, et ils seront calculés de la date limite de la libération jusqu'à bien sûr la date de versement. Également, il y a ce qu'on appelle les frais postaux et les frais de télécommunication. Ce sont des frais engagés par la société pour le recouvrement. Ça intéresse principalement le versement avec retard. Le deuxième type de versement s'articule sur le versement anticipé. Donc pour la société anonyme, les actionnaires peuvent libérer une fraction du capital non encore appelée par anticipation. Dans ce cas, si le statut de la société le prévoit, donc les fractions anticipées génèrent un produit financier. Donc, la partie du capital libéré par anticipation constitue bien sûr une dette sur la société et enregistrée au crédit sous le compte autre compte d'associé créditeur. D'accord? Donc ce compte sera soldé lors de la libération des prochains apports. Ça concerne le versement anticipé. Le dernier type de la libération, c'est le cas de défaillance des actionnaires. D'accord? Donc, un actionnaire est défaillant s'il n'a pas honoré ses engagements et n'a pas payé les sommes restantes à verser sur le montant des actions souscrites et appelées. Donc, la société lui adresse une mise en demeure pour l'être recommandé et avec une lettre recommandée accusée de réception. Donc 30 jours au moins après cette mise en demeure, restée sans l'effet, la société peut vendre les actions non libérées. D'accord? C'est l'entreprise dans l'obligation de vendre les actions restées. Donc la vente des actions cotées est effectuée à bourse et celles non inscrites à la côté de la bourse. Donc les valeurs sont vendues aux enchères publiques. Donc c'est les trois cas des particuliers de la libération. Il y a ce qu'on appelle le versement avec retard, il y a le versement anticipé et le cas de défaillance des actionnaires. Donc finalement, il y a ce qu'on appelle les frais de constitution, les frais engagés pour la société lors de la constitution. Il y a ces frais incluent bien sûr les droits d'enregistrement et de timbre, il y a ce qu'on appelle également les frais de mutation, deuxièmement la taxe notariale, et bien sûr d'autres frais engagés pour cette entreprise lors de la constitution. Donc je veux remercier de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.